Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à toutes et à tous. En 2015, il est porté à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Il avait séduit par son engagement à mettre hors d'état de nuire les rebelles djihadistes et qui massacrent tout sur leur passage, surtout au nord du pays. 6 ans après, le président nigérien Muhammadu Buhari est loin d'être porté en triomphe. Les groupes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest sont toujours en zone de confort et continuent de faire des victimes. Les critiques pleuvent de partout. Des voix autorisées appellent, bien entendu, le gouvernement à prendre la mesure de la situation et à œuvrer réellement pour contenir les violences répétées. La présidence semble imperturbable. En réponse aux critiques, l'armée nigériane, de son côté, a exprimé son soutien au président Muhammadu Buhari. Que doit-on comprendre de cette levée de bouclier contre l'administration Buhari? Le décryptage avec nos débatteurs du jour. Monsieur Guérin Emel, consultant en communication et gestion, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Nao. Merci d'accepter notre invitation sur ce plateau. Et nous poursuivons également avec le second invité, M. Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Alors, on va y aller tout de suite sur cette problématique-là concernant le Nigeria. Et je rappelle, au moins 30 personnes, soldats, miliciens, supplétifs et civils ont été tués lundi dans la nouvelle attaque islamiste contre une garnison dans le nord-est du Nigeria. Des scènes de macabre depuis 10 ans, Monsieur Guérin. Bilan, plus de 36 000 morts, plus de 2 millions de déplacés depuis 10 ans. Est-ce que cela va finir un jour? Oh oui, on l'espère. On espère que les autorités nigérianes prennent conscience de la situation très grave, très dramatique, tragique qui se déroule aujourd'hui au Nigeria, qui est en proie à un cycle incommensurable de violence depuis 10 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il n'y a pas de jour où les médias annoncent un enlèvement, une attaque, une incursion des djihadistes, massacre des chrétiens, des villages brûlés, ainsi de suite. Vous l'avez rappelé, c'est très important parce qu'il s'agit des deux autorités. Le président Buhari, quand il venait en 2015, avait un discours séduisant. Et même, je me rappelle, l'ancien président Obasanjo l'avait adoubé parce qu'on le trouvait capable de pouvoir mener cette lutte anti-djihadiste. Je rappelle que ça fait depuis des années que je disais que l'extrémisme religieux, le djihadisme est l'un des défis majeurs auxquels notre humanité doit faire face dans les années à venir. Et cela est en train de se passer. Il faut s'en inquiéter, surtout nous, à côté. Quand vous voyez le Bénin par rapport au Nigeria, où le djihadisme sévit partout, au Mali, je viens d'apprendre que le journaliste français a été kidnappé à Gao, et dans une vidéo, aujourd'hui, que l'État islamique, non, plutôt le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui sévit dans le nord du Mali, et l'a kidnappé. Donc le Niger, le Burkina, le Togo, même à côté, des djihadistes sont arrêtés. Donc ça veut dire que peut-être que c'est le Bénin seul qui ont en ligne de mire. La sécurité française nous a avertis. Et donc il faut s'en préoccuper. Et cela repose maintenant la question de la formation de nos forces de sécurité de défense. Ils ne sont pas formés pour ça. Et il faut s'y atteler maintenant, tout de suite, parce que nous sommes en face d'une guerre asymétrique. Là, vous parlez de la situation du Nigeria et partout dans le djihadisme. Oui, nous sommes en face à une guerre asymétrique. L'armée nigériane est une armée performante, mais elle n'est pas adaptée à faire face à une guerre asymétrique. Il faut le faire. Il faut aussi noter, par rapport à l'attaque de ce convoi de l'armée nigériane, il y a eu des informations qui ont circulé. Parce que l'État islamique ne peut pas
a eu donc l'information que ce convoi passait en ce moment-là. Il ne peut même pas attaquer un village, une église ou des enlèvements. Vous vous souvenez, en mars dernier, c'est près de 250 filles qui ont été enlevées, mais évidemment qui ont été retrouvées. Des élèves 180, tous les jours, il y a enlèvement ou choses là. Parce que vous savez, au nord-est du Nigeria, depuis le 2009, Boko Haram était né déjà. Après, il y a eu allégeance à l'État islamique, mais après, il y a eu scission, il a été destitué, et puis son porte-parole a pris les rênes. Et après, on a déçu. Pourquoi? Parce que quand il faisait cette allégeance, l'État islamique disait, s'était entendu sur des clauses, sur des bases de leur alliance pour lui interdire toute sortie médiatique, parce que ces sorties médiatiques sont souvent chaotiques, pour lui interdire les kidnappings ou les massacres des chrétiens ou les massacres des civils dans les marchés. Mais il n'a pas respecté. Il ne sait que faire ça. Il a continué. Il a été destitué. Maintenant, ça prouve que aujourd'hui, ces groupes djihadistes ont repris de la force. Ils sont très solides parce qu'il y a d'autres groupes qui ne se revendiquent même pas du djihadisme, qui sévissent surtout dans le nord-ouest du Nigeria. Il faut aussi noter une insécurité au niveau du sud-est, où des chrétiens, surtout des Igbo, qui pensent au séparatisme, qui disent mais si les musulmans se lèvent au nord pour tuer les chrétiens, il faut que nous aussi nous levons. Donc le Nigeria, dans ce contexte... Finalement, le pays est dans un étau. Absolument. Et que font les djihadistes? Ils surfent aussi sur un conflit séculaire entre les nomades et les sédentaires, donc les peuls et les agriculteurs. Je me rappelle, même hier, Intelligence Crisis Group a sorti un rapport dans lequel ils ont étudié le plan d'action de gestion de cette question-là, pastorale, que le gouvernement a mis sur pied sur 10 ans. Mais ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché. Il faut rappeler que ce conflit foncier entre les peuls et les agriculteurs sédentaires a fait plus de 300 000 déplacés et 1900 morts depuis 2018. Ça veut dire que le Nigeria est dans un état d'insécurité totale et il faut que les dirigeants répondent. Vous avez vu depuis le début de la semaine, les critiques ont fusé de partout, même au sein, même de l'APC, dans le parti de Buhari, pour lui dire mais monsieur, vous êtes inactif, vous êtes passif, vous êtes dans une nonchalance dramatique. Et ça pose problème. On y reviendra en détail d'ailleurs, parce que c'est un menu important pour cette émission. Alors, monsieur Lamine Cissé, je demandais tantôt à monsieur Guérin, est-ce qu'on va en finir avec cette violence-là? Parce qu'on pense que ça monte en grade. Oui, vous savez, on est en train de le situer à 10 ans. Moi, je ne le situe pas à 10 ans. Ah bon, vous allez beaucoup plus en arrière. Oui, parce que c'est lié un peu aux causes profondes. Tant que les causes sont là, les causes créent toujours les effets. C'est les effets que rappelez-nous les causes. Voilà, parce que en fait, il a planté le décor, la situation. Il a fait un diagnostic qui est formidable, parce que c'est comme ça exactement. À tous les niveaux, il y a une désintégration sociale. Le Nigérien n'est pas en sécurité. Il n'y a pas de Nigérien qui te dit je suis au Nigeria, je me déplace, je suis en sécurité. Ou je dors, je suis en sécurité. Alors, vous avez parlé de 36 000 morts. La guerre du Biafra a fait plus d'1 million de morts et de déplacés plus de 2 millions également. Est-ce que les causes profondes de la guerre du Biafra sont annihilées au Nigeria? Non. Quelles sont les causes de la guerre au Biafra? D'abord, il y a un problème d'inégalité dans la gouvernance. Et ensuite, il y a des forces extérieures qui veulent tout faire pour diviser le Nigeria. Est-ce que ces forces-là ne sont pas encore jusqu'à présent en train de travailler pour diviser le Nigeria? Et de surcroît, l'Afrique de l'Ouest. Parce que le Nigeria est l'ossature de la CEDEAO. La CEDEAO qui veut avoir un marché commun, qui veut avoir une monnaie unique, qui veut lutter contre la pauvreté. Cette CEDEAO ne doit pas être en paix. Parce que ce n'est pas l'intérêt des forces occultes dont on parle. Qui sont les pays qui ont fourni des armes? La France, etc., etc. C'est eux qui ont déstabilisé le Nigeria. Avec la complicité de certains de nos États comme la Côte d'Ivoire. Là, ça devient un marché. Exactement. C'est-à-dire qu'à cette époque, les gens ont pensé qu'ils ont réglé le problème. Ouais, la gouvernance du Nigeria était une gouvernance militaire progressive. Ils sont allés vers la démocratisation progressivement. Mais Buhari, c'est un général du Biafra.
Il a mené la guerre du Biafra. Buhari, on peut lui contester tout, sauf le patriotisme, le manque de patriotisme. Les Obasanjo, ce sont eux qui sont là, ces généraux-là. Alors, je me rappelle, lorsque Abacha était là, en 91 jusqu'en 80, quand il était là, il y a un de ces personnalités très influentes de la sécurité qui disait un jour à un de mes oncles, j'étais là, il a dit à mon oncle, vous savez, ce pays-là, vous nous voyez, nous circulons comme ça, mais chaque jour, nous démantelons plusieurs complots de coup d'État. Chaque jour. Il dit, je ne dors pas chaque jour. Donc ça devient carrément un défi permanent dans le pays. Voilà, donc, voilà justement. C'est-à-dire que ce qui est apparent aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les télévisions, le monde est sur le network. Oui. Alors, donc, ça paraît que c'est nouveau. Et puis, c'est intensifié puisque la guerre est beaucoup plus sophistiquée aujourd'hui. OK? Mais ce que je voudrais dire est que ce diagnostic-là est juste. Le Nigeria est dans une situation de catastrophe sécuritaire. Et je crois que quand on parle du Nigeria, on parle du Cameroun. Parce que vous savez, Buhari, il a tendu la main ces derniers mois-là au président Paul Biya pour que les deux États joignent leurs forces pour lutter contre Boko Haram. Mais Boko Haram, en réalité, c'est qui? Boko Haram est lié à ce qu'on appelle État islamique en Afrique de l'Ouest. État islamique, ce qui m'emmerde dans ces appellations, c'est qu'on parle de l'État islamique, on montre que comme ce sont les musulmans qui luttent contre les chrétiens. Non, non, non. Ces musulmans-là vont dans les mosquées, ils mettent les bombes. Ces musulmans-là vont dans les marchés, ils mettent les bombes pour les paisibles personnes. Alors que la religion musulmane dit quand tu ôtes exprès une âme, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Quand tu sauves une âme, c'est comme tu as sauvé l'humanité tout entière. Donc un musulman ne peut pas ôter la vie d'un homme innocent et qu'il se réclame musulman. Il y a autre chose derrière tout ça là. Parce que ces armes-là, etc., qui circulent, etc., c'est ça qu'il faut diagnostiquer pour vraiment voir les causes profondes. J'ai commencé les causes, mais nous allons continuer le débat vers les causes. D'accord. Monsieur Guérin, les djihadistes quand même ont intensifié leurs attaques contre les bases militaires ces dernières semaines. Comment comprenez-vous cette rage? Parce qu'on a l'impression que rien ne la retient. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec certains qui ont déstabilisé la Libye, oui. Ils sont allés dernièrement faire une enquête profonde sur le terrain et on a constaté qu'il y a des complices au sein de l'armée. Les populations ont témoigné pour dire avant qu'il y ait des incursions djihadistes, ils ont l'information et savent la position des forces de sécurité en ce moment-là, en ces heures-là. Et parfois même, les forces de sécurité sont là, mais ne réagissent pas. Et les populations en pleine nuit sont massacrées, sont décimées, les maisons brûlées, les marchés brûlés. Et donc, est-ce que ce n'est pas à cause de l'incapacité, peut-être, comme je parlais tantôt, de rage, face à la rage? Mais l'armée nigériane, nous avons vu, oui. Au niveau de l'Afrique, vous vous souvenez, dans les années 90, leur incursion en Sierra Leone, extraordinaire. Donc c'est une armée, je dis, performante. C'est vrai que cette lutte, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas une guerre classique. Donc il faut former les soldats pour ça. Et je pense qu'ils sont en train de le faire. Vous vous souvenez que même 300 soldats femmes avaient été envoyés dans l'état de Borno récemment pour sécuriser les routes. Parce que les djihadistes, ils sont plus organisés. Et maintenant, parce qu'ils ne peuvent pas avoir de guerre sans information. Alors comment arrive-t-il à avoir ces informations s'il n'y a pas des infiltrés au niveau de l'armée? Je pense qu'il y en a même au niveau des hauts gradés et même des jeunes soldats nigériens à un moment donné s'étaient même levés. Vous vous souvenez, je crois, le 2 mars 2020, le président de la conférence des évêques avait appelé à une marche populaire qui a rassemblé des milliers de personnes dans les rues d'Abuja et de Lagos, partout dans le Nigeria, et il a dénoncé publiquement lui-même que nous sommes en face d'un pouvoir indifférent qui ne dit rien. Et c'est tragique que Buhari, il vient de le dire, qui est un ancien putschiste dans les années 80,
et qui revient maintenant au pouvoir, un militaire en qui tout le monde avait confiance. C'est vrai que M. Buhari est devenu un homme hors sol, compte tenu de sa santé, il est en voie tout le temps. Et donc, est-ce qu'il ne faudra pas mettre en place d'autres mesures sécuritaires? Il a rencontré le vendredi dernier les responsables en charge de la sécurité au Nigeria. Et le gouvernement a déclaré qu'il est prêt à faire la lutte, mais c'est dommage, c'est 2 ans, à moins de 2 ans de son mandat, de la fin de son mandat, qu'on est encore là à parler de cette sécurité. Il faut rappeler une chose très importante aussi. Oui. Cette lutte doit se mener en accord avec les pays de la sous-région. Et le Bénin, le Tchad est en train d'être déstabilisé, est incertain. Alors que ce Boko Haram sévit aussi dans le lac du Tchad. Donc c'est très important. Il a rappelé la proximité avec le Cameroun, où Boko Haram sévit également. Et quand j'entends parler de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest, c'est inquiétant. Le Bénin est dans l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a un plan contre l'Afrique de l'Ouest. C'est une zone particulière. C'est une zone qui est en ligne de mire contre l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est très important. Je dis et je redis à nos dirigeants, au lieu de former nos soldats à faire face à cette réalité, en associant les civils, les jeunes civils, et en optant en évitant, il a parlé pas tout à l'heure des causes, il y a des causes qui sont liées à la gouvernance. Donc, au lieu d'envoyer ces soldats massacrer et brutaliser les civils, il faut les préparer à faire face à ce défi majeur qui est le djihadisme aujourd'hui. D'accord. Dimanche dernier déjà, il faut le rappeler, des responsables locaux ont déploré les 17 morts. Ils ont été tués par des bergers peuls, parce qu'on déplorait le djihadisme, les attaques et autres, mais quand même, il y a aussi des peuls qui organisent, des bergers peuls qui organisent des tueries. Est-ce que le Nigeria, finalement, est hanté? Non, vous savez, comme il l'a dit, l'armée, je voudrais... Attention, il faut aussi reconnaître que l'armée a fait un progrès. Hein. Ils ont vraiment démantelé certaines des bases djihadistes. Ils en ont tué beaucoup, hein, beaucoup. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne font que recruter pour le mal. Et comme vous l'avez dit, la guerre est asymétrique, mais on parvient à les surprendre et à les démanteler. On pense que déjà c'est fini, ils se regroupent ailleurs. Parce qu'ils sont financés de l'extérieur. Okay. Mais quand même, ce sont des citoyens nigérians. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils font à leur pays? Qui sait? Ouais, mais ceux qui organisent les attaques. C'est ce que je voudrais vous dire. Oui. Nous avons des dirigeants, des chefs d'État qui sont des Africains, qui vendent leur pays aux Occidentaux, bien sûr, qui ne travaillent pas pour l'intérêt supérieur du peuple. Nous en avons. Il y en a plein en Afrique. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes divisés, etc. Est-ce que tu penses qu'une armée africaine n'était pas capable de régler ce problème-là? Où est l'Union africaine dans tout ça là? Non. Nous sommes dirigés par des néocolonialistes et des impérialistes. Donc, excusez-moi, c'est le peuple africain qui doit prendre sa destinée en main. Ce que je voudrais dire tout simplement est qu'il y avait des complicités, il l'a dit, au sein de l'armée. Complicité, mais il y avait du business aussi au sein de l'armée. Quand Buhari est venu, il a mis beaucoup de généraux à la retraite, il a mis beaucoup de gens en prison. Parce que l'argent qui a été mis à la disposition, on fait l'audit, on ne trouve pas. On ne trouve pas les armes qu'on doit... L'argent qui devait servir à mener le combat. Exactement. Ça aussi, il y a un problème. Parce que ce soit au Niger, etc., ce problème se pose. Hein. Ce problème se pose. Vous vous rappelez les milliards qui sont détournés par l'armée nigérienne à un moment donné? C'est comme ça. Je parle du Niger. C'est comme ça. Donc, il y a des gens à l'intérieur des organisations qui s'en foutent des populations. Alors, comme tu viens de le dire, il y a des causes profondes. Vous avez parlé des Peuls, massacre des Peuls. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent à soulever les communautés contre les communautés. C'est leur méthode. Ils font de telle sorte que la partie... La méthode de qui? La méthode de ces djihadistes-là. D'accord. C'est leur travail, parce qu'ils veulent embarquer tout le monde à leur cause. Effectivement. Parce que non seulement eux, ils sont en train de servir, ils disent ça ne suffit pas. Il faut soulever les communautés pour que l'embrasement se fasse. Et c'est ce qui se passe, parce qu'en fait, ils viennent, par exemple, tuer les Peuls, et ils accusent d'autres communautés. Les Peuls aussi se lèvent pour aller attaquer les autres. De telle sorte qu'il y a des parties au Nigeria où les gens, comme tu as dit, chrétiens, je n'aime pas appeler chrétiens musulmans, ça me gêne. Parce que vraiment, c'est... Alors, il y a des gens qui s'organisent pour dire, sur notre territoire, il n'y aura pas de pâturage.
Donc ça aussi, c'est des conflits internes. Et il y a des révoltés, c'est-à-dire des révoltés, des mécontents du Biafra aussi qui s'organisent. Ils s'organisent même en network, c'est-à-dire en réseau. Ils s'organisent, ils créent une radio privée où ils font des communications, etc. Donc le Nigeria, tous les ingrédients sont mis en place pour une explosion. Une explosion si le Nigeria n'avait pas cette armée-là, une armée aussi. Parce que, attention, c'est l'armée nigérienne seulement qui a pu contenir ces gens-là. Hein. Ces gens-là sont venus avec une force inouïe. Et ils ont infiltré tous les milieux. C'est extrêmement important de le dire. Donc, moi, je pense que il faut éviter que cette guerre-là soit communautaire. Parce que l'objectif pour eux, c'est que les communautés s'élèvent et qu'ils ont dit à la guerre civile. C'est extrêmement dangereux. Et dans cette dynamique que nous sommes en train de partir maintenant. Il n'y a pas de guerre peul. Parce qu'il y a même des populations qui accusent Bouhari comme il est peul. Ils font une communication, ils distillent comme Bouhari est en train de soutenir les peuls contre d'autres communautés. C'est extrêmement dangereux. Alors, M. Guéret, qui a intérêt que le Nigeria sombre? Mais les mêmes qui ont fait sombrer la Libye, c'est les mêmes qui ont toujours œuvré à déstabiliser l'Afrique. Et je sais, pour ma part, qu'il y a toujours eu un plan de déstabilisation de l'Afrique. C'est en cours, mais ça n'aura pas lieu, heureusement, parce que je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui dans un processus de transmutation profonde au niveau de toute la planète. Il y a, citez-moi, une seule région sur la planète où il n'y a pas de conflit. Il n'y en a pas. Partout. Même en France. On l'a vu aux États-Unis. Certains disent que ça facilite la relance de l'économie. Ah oui, pour ces groupes, oui, bien sûr, pour ces groupes qui détiennent les finances du monde, vous les connaissez, c'est ces banquiers qui détiennent les finances du monde. Mais je crois qu'ils sont en perte de vitesse. Je voudrais rappeler que l'un de ceux qui a sonné le glas en Libye était au Nigeria il y a quelques mois. Il a fait une enquête et il nous parle de génocide. C'est très grave ce thème-là. Il n'y a pas de génocide au Nigeria. Pourquoi il lui dit? Pour inviter la communauté internationale à l'intérieur. Et Bouhari aussi est en train de faire le jeu parce que je crois le lundi dernier ou le vendredi, il a discuté avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et il lui demandait qu'il attend de l'aide au niveau des pays partenaires. Vous voulez de lui dire, le Nigeria a les moyens financiers, militaires pour contrer ce djihadisme qui est en train de sévir. Mais qu'est-ce qui manque alors? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est tout. Si les évêques pensent la même chose et indersent le pouvoir en place, qui vivent au Nigeria, ça veut dire que rien n'est fait. Monsieur Lamy, je ne suis pas sûr que monsieur Bouhari a élaboré un plan sécuritaire efficace. Il n'y en a pas. Pas du tout. Parce que vous ne pouvez pas être d'abord un soldat, un général de l'armée, et vivre ça. C'est inadmissible. C'est pas possible. Vous dites, en temps, vous vous rappelez, il y avait eu un discours qui a dit que les Boko Haram avaient été éradiqués. Mais c'est faux. On constate qu'ils sont en puissance au point même d'aller faire des incursions sur des territoires étrangers. C'est très grave. Et c'est manque de volonté. Je l'ai souligné en temps par rapport au Tchad, à Idriss Déby Itno. C'est pas parce qu'il a forcément une armée performante. Il n'en a pas. S'il en avait, toutes les rébellions qu'il y a eu, c'est la France qui était intervenue pour l'aider à rester. C'est parce qu'il a la volonté, ces soldats sont allés pour aller mourir au fond face aux djihadistes. Parce que ces djihadistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à mourir. Ça ne gêne pas. Alors quand vous combattez avec quelqu'un qui est prêt à mourir, vous voyez que ça devient absolument ça devient compliqué. Et les soldats, vous voyez ce qui se passe au Mali où il y a près de 5 différents groupes armés qui face aux djihadistes. C'est-à-dire l'ONU est là, la MINUSMA, il y a la force Barkhane, il y a la Task Force, il y a la force de l'Union européenne, il y a une autre force le G5. Et pourtant, le djihadisme sévit toujours, tous les jours. Voilà. Mais c'est ça le problème. C'est parce qu'on fait semblant de lutter contre le djihadisme. Les armes viennent d'où? Il est facile pour ces États-là de mettre des embargos sur les armes par rapport à la Centrafrique ou des pays, mais on est capable de contrôler. Les armes passent par où? Par nos ports, dans les airs, ainsi de suite. Chez Kawa, même des avions. Mais c'est inadmissible. Et les forêts, les camps dans lesquels ils vivent, ils sont où? Il faut aller les démanteler. Et ce sont les responsables
qui nous dirigent, qui doivent mettre une politique. Je n'ai pas vu dans le privé essayer de chercher dans le programme, dans sa nouvelle réélection, de Buhari, pas un plan stratégique. Non, pas du tout. La preuve sur le terrain, s'il y en avait, on ne serait pas en train de compter des milliers de civils qui meurent tous les jours. Et c'est ça qui est dramatique. Ce sont les civils, des petits-enfants, des lycéens. Et c'est ça. Ce n'est pas, je suis d'accord, ce n'est pas seulement une guerre djihadiste, mais quand vous constatez que des églises en plein culte sont décimées, sont massacrées, sont brûlées, qu'allez-vous dire? C'est ça la question. Et puis, c'est vrai, même dans l'attaque contre le convoi militaire le vendredi dernier, il y a eu 11 civils qui ont été tués, on n'en a pas parlé. Et parmi les 11, il y a eu des chrétiens et 2 professeurs musulmans qui ont été accusés d'éducation occidentalisée. Voilà la théorie. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, je vous dis, vous savez qui font, il y a des États que je ne vais pas nommer ici, des États du Golfe et ailleurs, et islamiques, qui envoient de l'argent, qui créent des écoles à l'insu de l'État, qui financent, qui forment des imams, qui forment des alphas, selon leur théorie, leur idéologie. Et ça crée un problème. Ça veut dire que l'État aujourd'hui du Nigeria ne gouverne plus son territoire. Parce que Boko Haram, l'État islamique, est sur le territoire nigérien. Alors, vous voyez la Cissé, quelle main invisible, franchement, pour la déstabilisation du Nigeria, parce qu'on en parle depuis toujours, mettre des mains invisibles et tout, mais comment on peut identifier? Je voudrais, lui-même, mon co-débatteur, lui-même, il a posé une question, il a donné la réponse à la question, parce qu'il a parlé du G5 Sahel, qui regroupe des forces extraordinaires étrangères. Jusqu'à présent, on est en train de tuer, et surtout l'armée nigérienne. L'armée nigérienne, face aux gens qui sont prêts à mettre la bombe pour se faire sauter. Je voudrais que vous compreniez que cette guerre-là, elle n'est pas nationale ou régionale, elle est internationale. Les djihadistes que tu vois là, qui sautent les bombes là-bas, en Irak, partout, etc., c'est la même chose qui se passe chez nous. Ils sont en connexion. Ils sont en connexion. Mais qui ont intérêt à ce que le monde soit sous une tension, que le monde ne soit pas stable, et que la gouvernance soit une gouvernance unilatérale. C'est eux-là qui créent des bombes, qui créent leur démocratie. C'est eux qui sont aux Nations Unies, qui ont les droits de veto. C'est eux qui partagent les richesses du monde. Parce que nous sommes en train de parler de djihadistes, là, etc. Mais prenez la RDC. On n'entend pas de djihadistes, mais ceux qui sont là-bas, c'est pire que djihadistes. On est en train d'asphyxier les gens, de les appauvrir et de les tuer. Parce qu'effectivement, dans cette zone-là aussi, il y a beaucoup de civils. Mais c'est justement, ça c'est djihadiste. Mais prenons les pays où leurs gouvernants les asphyxient, les appauvrit, les gens meurent dans les hôpitaux par milliers. On ne comptabilise pas ça. Ça aussi c'est une forme, c'est une forme de djihadisme. Le terrorisme. C'est du terrorisme. Oui. Nos populations sont terrorisées. Le terrorisme, il faut savoir les spécifier. Ce qui est apparent, c'est ce qu'on voit. Mais quelles sont les causes profondes? C'est le contrôle de ce monde-là. Attention, mon frère. Buhari n'est pas putschiste. Non, il n'a jamais été putschiste. Il est un héros de la guerre du Biafra. C'est ça. Il faut lui donner cette image-là. C'est eux qui ont fait que le Nigeria est là. Ils se sont sacrifiés, ils sont allés au front pour mourir. Alors tant d'autres parmi eux sont là. Mon cher, vous avez dû oublier. Il avait gouverné le Nigeria en 1983. Non, il ne faut pas donner l'image là. Moi, je donne l'image d'un général. Mais il est venu par un coup d'État. Il faut appeler Chacha. C'est pas un coup d'État. Mon cher, il est venu au pouvoir comment? Attendez. Tu sais le putsch? Coup d'État égale putsch? Non, le putsch. Oui. Coup d'État. Oui. Moi, je parle de coup d'État si celui qui agit, il n'agit pas dans l'intérêt du peuple. Par exemple, un président démocratiquement élu, l'armée se lève. Moi, j'appelle ça putsch. Ça, c'est votre compréhension. Oh, non, c'est ça, effectivement. Parce qu'en fait, le problème est que, au début et au centre, c'est le peuple qui est au qui. Par exemple, ce que Rawlings a fait au Ghana, moi, je n'appelle pas ça putsch. Il a sauvé le peuple. Mais si, même Sankara. Ce que Rawlings Sankara, pour moi, je n'appelle pas ça putsch. C'est rétablir l'ordre. C'est ça. Alors, donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes dans une histoire aujourd'hui, c'est un contexte qui ne doit pas effacer l'histoire. Ok? Moi, je préfère nos héros africains qu'on retrace n'est-ce pas, les valeurs qu'ils ont pu incarner, ne pas retenir de ce qui est vraiment un point noir dans leur vie. Mais maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez,
est que, comme tu as dit, guerre asymétrique. Mais il y a d'autres facteurs endogènes. Parce que ça, c'est des facteurs externes, des gens qui veulent coûte que coûte diviser le Nigeria, coûte que coûte diviser le Cameroun. Le Cameroun est dans les pays de... Regardez-moi quand même, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. En dehors du facteur interne au Cameroun, il y a des facteurs externes. Mais les facteurs internes, c'est anglophone et francophone. Qu'est-ce que nous, on a à foutre avec anglophone et francophone? Nous sommes des Anglais, nous sommes des Français ou quoi? Pourquoi on laisse nos valeurs endogènes, ce qui nous unit là, pour aller vers anglophone et francophone? Tout ça là, c'est des éléments sur lesquels il faut analyser. Alors, je dis, oui. Au Nigeria, hormis toute cette guerre asymétrique, ces relations internationales qui veulent déstabiliser un pays de surcroît pour que la CEDEAO ne soit pas une CEDEAO modèle, parce que c'est un modèle ouest-africain qui fascine le monde. Nous sommes là, bien sûr, on va en arrière, mais nous sommes là déjà. Il y a la libre circulation, etc. On va vers la création d'une monnaie unique, on va vers la création de marchés communs, etc. Mais tous ces éléments-là, c'est des éléments qui gênent le pouvoir occidental. D'accord. De sorte que... Oui. Alors, c'est pourquoi j'ai dit ça, c'est les facteurs externes. Mais les facteurs internes, il a dit la gouvernance. La gouvernance nigérienne est une gouvernance déséquilibrée totalement. J'ai été au Nigeria, un pays qui fait plus de 200 millions d'habitants. Mais tu trouves une minorité qui ne fait pas 10%, qui vit d'une façon exponentielle. Une classe moyenne. Ils ont des aéroports privés. Tu vois toute une population, 80% qui croupissent dans la misère, qui cherchent à manger. Comment vous pouvez vous imaginer dans un pays comme ça là? C'est une bombe à retardement. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faut analyser et comprendre. La corruption. Quand on parle de corruption, le Nigeria est le champion de la corruption. Mais Buhari quand même a lancé les couleurs. Mais il a lancé le... Tu sais, un corrupteur qui est aussi puissant que l'État, ils sont très forts, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des multimilliards en dollars. La corruption là-bas, elle est scientifique. Tu ne vois pas passer, quoi. D'accord. Monsieur Guérin, il faut quand même dire qu'il y a un peu de réveil à l'interne. Parce que la semaine dernière, le Parlement a demandé au chef de l'État de déclarer l'état d'urgence. Est-ce une bonne approche, selon vous? Vu ce qui se passe aujourd'hui, partout en Afrique, comme en RDC, Tshisekedi a déclaré l'état d'urgence au Nord Kivu et en Ituri. Donc, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est nécessaire. C'est dramatique ce qui se passe au Nigeria. Il faut un état d'urgence. Il faut un état d'urgence parce que, je viens de le dire, ces djihadistes sont sur le territoire nigérien. Et cet état d'urgence va parce que les gouverneurs sont à bout de souffle. Il y a le gouverneur de Kano, je crois, ou de Kaduna, je crois, qui avait lancé un programme d'amnistie pour tous ces jeunes-là qui voudraient laisser tomber les armes. Parce qu'il est en insécurité lui-même. Justement. Il y a un d'eux qui a accepté, celui qui a mené l'attaque sur les 250 lycéennes. Il a accepté, il est venu, il s'est livré lui-même. On lui a donné une maison, de quoi manger, il est surveillé tous les jours. Mais il a fait un voyage, un week-end, et puis il n'est plus revenu. Une semaine après, il y a eu l'attaque contre les élèves, les 180 élèves. Parce que ça leur permet de rançonner, ça leur permet de vivre. Ça veut dire que ce programme a échoué. Et face à ces gens-là, on ne négocie pas. Il faut leur prouver que l'État demeure très fort. Et c'est en ce moment qu'ils seront en position de faiblesse qu'on peut essayer de négocier. Pourquoi? Ce sont des jeunes qui sont recrutés. Pourquoi ces jeunes acceptent facilement d'aller mourir dans les forêts, d'aller mourir au fond? Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont plus d'espoir. C'est une jeunesse sans espoir. Quand vous n'avez pas d'espoir, vous pouvez mourir. Donc il faudrait qu'il y ait une gouvernance qui pense à l'humain désormais. Nous pensons tout le temps. Ce qui est dramatique dans les gouvernances africaines, et que je constate partout, sans exception aucune, c'est-à-dire que c'est quand les autres, les Occidentaux, abandonnent que nous allons chercher. Le capitalisme est mort depuis. Pardon, le communisme, le capitalisme est en train de mourir là. Le socialisme également est en train de mourir. Il faut repenser une nouvelle méthode de gouvernance qui
tiennent compte de l'homme, de l'humain. Parce que nous gouvernons pour les humains. Ils clament tout haut que Dieu m'a donné le pouvoir, mais est-ce qu'ils cherchent à faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'il dirige bien les hommes. Oui. Mais l'unanimité quand même est faite. Hein. Dans le pays aujourd'hui, le président Bouhari doit contenir les violences. Et donc c'est ce qui est chanté partout. Il y a par exemple le lauréat du prix Nobel de littérature, Yuri Soyinka, qui a déclaré « Notre nation est en guerre. Ceux qui se sont révélés faibles et incapables doivent apprendre à ravaler leur fierté et à chercher de l'aide. » Est-ce que quand même, c'est pas trop fort? Une phrase formidable que je trouve extraordinaire. C'est ça réellement la situation décrite par ce éminent écrivain. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Donc il faut un état d'urgence. Le pays est en guerre. Peut-être au cours de cette mission, il y a des tueries maintenant. Toutes les heures même, je vais dire. Donc le pays est en guerre. Il faut se lever et associer tous les gouverneurs locaux, associer tous les jeunes, les civils, les associer. Parce que quand vous restez seul, vous êtes attaqué. Après l'attaque contre le convoi, il y a près de 200 000 qui sont en fuite, 20 000 qui sont en fuite actuellement de leur village. Actuellement, là où je vous parle, ils vont aller rester où? C'est ça là. Donc le pays est en guerre. Ces jeunes qui fuient, ces jeunes qui ont peur, qui sont dans la terreur, qui vivent dans la terreur, il faut les associer pour défendre leur propre village. C'est ce que fait le Mali aujourd'hui. C'est ce que pense le Burkina Faso aujourd'hui. Donc il faut associer. L'armée seule ne peut plus faire ce combat-là. Parce que parfois, qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui sont dissimulés dans la société, dans les marchés. Et vous voyez souvent, ils ont tous leur âme cachée et à tout moment, ils peuvent dégainer. C'est pourquoi il dit ils doivent s'asseoir pour élaborer. Vous parlez de la CEDEAO, mon cher ami, mais je suis désolé. La CEDEAO, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Parce que cette situation au Nigeria devait appeler à une réunion d'urgence de tous les pays de la CEDEAO. Cette semaine même. Pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Le Burkina brûle, le Mali brûle, le Niger brûle. Le Togo inquiète. Le Mozambique, voilà. De l'autre côté là-bas. Oui. Et donc, il faut se réunir pour en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Encore qu'on est en train de parler de gouvernance, c'est très important. Ce qui se passe, par exemple, au Tchad aujourd'hui, puisqu'on a des frontières avec... Il a une frontière avec l'Afrique de l'Ouest, donc on peut travailler avec lui, le Tchad. C'est grave. Parce que c'est un lit pour le terrorisme. Et donc, vous êtes dans des pays où les jeunes sont désœuvrés, les jeunes sont sans espoir, facilement ils prennent des armes. Est-ce que vraiment Yuri Soyinka a raison en traitant l'administration Bou? Il est en train de dire tout simplement cette guerre-là, ça n'appartient pas qu'au Nigeria seul. Oui. Il faut créer les conditions pour que les forces se regroupent. C'est extrêmement important. Vous voyez? Parce qu'il dit ceux qui se sont révélés faibles et incapables. Oui, d'accord. Pour pouvoir faire le meilleur. Parce que, en fait, oui, justement, parce que les résultats sur le terrain, elle n'est pas régressive. Elle régresse et puis elle monte en puissance. Elle régresse, il y a de l'espoir et puis ça monte. Alors, il y a un maillon de la guerre. Regardez, il faut analyser un peu l'action de Idriss Déby, qui a chassé les djihadistes jusque sur le territoire nigérien. Il a nettoyé là où ils sont. Il a dit aux militaires nigériens, venez occuper le territoire que vous n'avez pas pu occuper. Alors, ça veut dire que l'armée nigérienne, tchadienne est une armée beaucoup plus homogène. Il n'y a pas de business dedans. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont pour... Et déterminés surtout. Mais cette guerre-là est une guerre géopolitique. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Prenez, par exemple, les indépendantistes à Casamance. Vous savez pourquoi aujourd'hui, on a vaincu les rebelles? Parce que en Guinée-Bissau, le président qui est là-bas est favorable, il est d'accord avec le président du Sénégal. En Gambie, on a enlevé Yaya Jammeh, qui était le maillon qui créait les troubles, qui entretenait les rebelles, etc. Quand on l'a enlevé, tout le monde est décapité. Donc cette guerre au Nigeria, il faut que les pays se donnent la main. Il ne faut pas que la CEDEAO pense que bon, j'attends qu'il m'attaque d'abord. Vous parlez de tirs croisés, c'est ça? Mais justement, il faut que tous les pays s'organisent et que les chefs d'État généraux des armées mettent une stratégie régionale de lutte. Il ne faut pas compter sur
Barkhane, tout ça là. Non, c'est pas eux qui vont nous sauver. C'est pas la France qui viendra pour nous sauver. La France est en train de défendre ses intérêts dans le Sahel. Mais il faut qu'au sein de la CEDEAO, un sommet s'organise et qu'on organise les chefs d'état-major des armées pour qu'il y ait une stratégie régionale de lutte, de riposte, de prévention. Parce qu'en fait, il faut pas, le Bénin va s'asseoir pour dire bon, j'attends qu'on m'attaque. Le Sénégal va dire bon, j'attends qu'on m'attaque d'abord. Non! Actuellement, si le Nigeria est décapité, c'est fini. Hein? L'Afrique de l'Ouest, on est foutu. Complètement. Parce que qu'est-ce qui peut contenir la migration nigérienne en Afrique de l'Ouest? Si les Nigériens sortent du Nigeria pour aller s'installer dans les... Ça, d'abord, c'est une insécurité. Mais donc, guerre de Biafra, il y a une partie... C'était ça. Au Bénin, ils sont restés jusqu'à ce jour. Oui, mais c'est bien, mais le contexte actuellement, le Nigeria fait près de 200 millions d'habitants. Et aujourd'hui, le contexte sécuritaire est dramatique. Et ensuite, il y a le Covid, les économies sont par terre aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux quand on va avoir un flux humain dans l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement dangereux. D'accord. Alors, Monsieur Guérin, est-ce qu'en gros, on ne demande pas trop à Bouhari? Non. Par rapport à cette lutte-là. Et ça pose le problème de la parole donnée de nos chefs d'État. Je viens pour lutter contre l'insécurité. Il a séduit tout le monde par son discours. Et on constate qu'il n'a pas tenu parole. Donc, il a échoué. Sous d'autres cieux, peut-être qu'il démissionnerait ou il va confier plus de gestion à son vice-président. Moi, je pense qu'il doit se réorganiser parce que la pression est forte maintenant, très forte. Même au sein de son parti, la pression est forte. Les critiques fusent de partout. Et on l'a vu, Wole Soyinka, d'autres aussi l'ont critiqué vertement. Et donc, je pense qu'il n'a qu'à appeler tous les généraux qui sont encore là. Comme il a dit... Parce que tout le monde est fâché, des élus, des chefs religieux. Oui, Gouen encore là, et Obasanjo encore là, et Baba Guinda, il n'a qu'à les appeler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans sa propre région, l'insécurité s'est détériorée totalement dans la région de Bouhari. Donc, tout le monde est concerné. Tout le monde. Ce n'est pas une question de musulmans, de chrétiens. Le Nigeria vivait... Enfin, cette histoire de religion n'existait pas. C'est vrai, il y a cette violence dont on a parlé tout à l'heure entre les Peuls et à cause des conflits fonciers. Ça n'a rien à voir avec la religiosité. Donc, il faut appeler tout le monde pour discuter qu'est-ce qu'il faut faire. Et je dis, je répète, il n'y a que les jeunes qui puissent faire ce combat-là. Parce que ce sont les jeunes qu'on recrute. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème de sensibilisation, de communication dans tous les villages. Parce que ces groupes sévissent surtout dans les villages. Font même des barricades sur les routes et rançonnent les populations. Oui. Donc personne n'est en train de... Ils transforment des zones en zones de non-droit. Il faut toucher maintenant d'où viennent les armes. Et arrêter ça d'abord. C'est la première mesure qu'il faut prendre. Il faut arrêter la livraison des armes. Je sais, c'est vrai que la Libye est une armurerie à ciel ouvert. Il faut essayer de contrôler les frontières aujourd'hui. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'une armée nigériane, si performante, ne puisse pas faire cette lutte et que c'est le Tchad qui pénètre jusqu'à sur son territoire? Ça pose un gros problème, une incapacité, un échec total en matière de sécurité du pouvoir de Bouhari. D'accord. Lamine Cissé, l'armée nigériane, quand même, dans la foulée, a exprimé lundi dernier son soutien à l'administration Bouhari, au président Bouhari. Est-ce que c'est le chef des armées, c'est le chef suprême des armées. Et ensuite, il faut qu'à ce moment difficile, il faut que l'armée soit soudée. Oui. Si l'armée se divise... Alors, leur communiqué vous inspire quoi? Non, je voudrais... un communiqué pour soutenir. Oui, mais justement, c'est rassurant. Ça rassure la population. Parce que les gens pensent que dans l'armée même, il y a une division interne. Ça rassure la population que l'armée est aguerrie pour aller au front. Et d'ailleurs, l'état d'urgence là qui est pris, ils sont en train de déployer des forces énormes dans les zones où il y a des problèmes, des avions, etc. etc. J'ai appris ça ce matin qu'il y a un déploiement sérieux, parce que ça va les permettre de filtrer. Alors, ce que beaucoup veulent savoir, est-ce que c'est peut-être une demande cachée de Bouhari? Ou bien ce sont les militaires, les forces? Non, ils l'ont fait délibérément. Qui connaît comment la mentalité... Tu sais, le Nigérien ne veut pas être soumis. Vous savez, c'est entre eux, il y a la corruption, etc. Mais ce n'est pas les autres qui viennent prendre les ressources. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a toutes les convoitises vers ce pays-là
parce que c'est un grand marché. Alors, c'est l'armée qui a pris des initiatives. Maintenant, ce qu'il faut comprendre est que ce que moi je veux donner comme conseil à nos chefs d'État qui sont tranquilles, qui regardent, qui pensent qu'ils sont tranquilles. Vous savez, est-ce qu'ils sont vraiment tranquilles? Non, je vais vous dire une chose. Peut-être qu'ils sont tétanisés. Je vais vous dire non, une chose. C'est vrai aussi. Là où il y a le terreau du terrorisme dans nos pays, il se trouve que d'une façon endogène, il y a une division à l'intérieur des pays. Moi, ce que j'appelle à ces pays-là, c'est de créer la stabilité politique et sociale dans nos pays. Les chefs d'État qui divisent les populations, qui terrorisent les populations, qui font de la dictature, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que ça, c'est des terreaux fertiles. Un peuple mécontent est prêt à faire tout. Regarde ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Les gens vont dans les mers, ils sont prêts à aller mourir dans les mers. Quand tu leur tends le micro, ils te disent « Je n'ai plus rien à perdre. Vivre, mourir, je préfère, je réussis ou je meurs. » Mais c'est extrêmement dangereux. Nos populations sont confrontées à des difficultés énormes. Et on divise, la classe politique est divisée. Il faut créer la paix sociale dans tous les pays et faire face au djihadisme sur le plan régional. C'est un combat asymétrique, mais donnons-nous les moyens, donnons-nous les forces. Il faut que les forces se coordonnent en Afrique de l'Ouest. Ne pas compter sur ce qui vient de l'extérieur. Comptons sur nous, nos stratégies, nos éléments de renseignement, les populations. Mettons les populations dans le jeu. Essayons de stabiliser nos pays. Sinon, nous allons aller vers la dislocation totale de l'Afrique de l'Ouest. Regarde, il n'y a pas plus longtemps que 3 jours, ce qu'on a tué. Il y a plus de 30 personnes qui sont tuées au Burkina Faso. Regarde ce qui s'est passé au Niger également. Des gens qui sont allés en patrouille jusqu'à la frontière du Mali. En revenant, ils ont été victimes d'embuscades. On a tué 16 parmi eux. Donc ça ne va pas. Nous sommes en danger. Nous tous qui parlons ici, là, nous sommes en danger. Alors, Emile Guérin, il faut quand même dire que la position de l'armée semble un peu ambiguë pour beaucoup de gens. Les forces armées nigérianes qui ont assuré qu'elles allaient donc continuer à soutenir le gouvernement malgré les mauvaises situations de sécurité. Est-ce que c'est pas bizarre une posture du genre? Non, au lieu de se remettre en cause. Pas du tout. Je pense que c'est normalement la position de l'armée, quelle que soit la situation. C'est Bouhari qui est élu, il est en place aujourd'hui, il faut le soutenir. Un coup d'État dans ce contexte serait, je pense, n'arrangerait pas la situation. Parce que c'est vrai qu'il y a des remous, il y a des vérités. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que oui, c'est pas envisageable? Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a justement des chuchotements là, dans ce sens que l'armée est obligée de... L'armée, au fait... Sa sortie, c'est pour rassurer Bouhari, pour le mettre en confiance. Parce que lui, c'est que la seule ici, c'est que c'est le Nigeria. Ils sont spéciaux de ça. On peut m'enlever. Et donc, dans ces inquiétudes, l'armée a voulu, il les a rencontrés. L'armée a voulu le rassurer pour dire, nous ne ferons pas de coup d'État. Maintenant, il faut mettre en place une politique sécuritaire opérationnelle par rapport à ça. Je voudrais aussi inviter ces dirigeants-là à prendre en compte ce qui se passe de l'extérieur. Il faut qu'ils dénoncent. Il ne faut pas qu'ils aient peur de leur pouvoir, parce qu'il y a une main invisible. Il faut dénoncer la chose. Parce qu'on ne peut pas nous parler aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce monsieur, que j'appelle ce Christ sans stigmates, qui, quand il a sonné le glas en Libye, vous avez vu la suite. Vous comprenez? Vous savez de qui je parle. Il a été au Nigeria, il parle de génocide au Nigeria. Musulmans qui tuent chrétiens. Ce qui est archi faux. La question n'est pas là. C'est des jeunes désœuvrés qu'on manipule, à qui on inculque des théories qui n'existent pas, des théories baroques, pour les armer et aller chercher de quoi nourrir. On les occupe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces responsables, il a dit, surfent aussi sur la misère des jeunes, sur la précarité des jeunes. Donc quand on va s'attaquer de façon militaire à ce conflit-là, il faut envisager des actions sociales également pour récupérer ces jeunes-là, ceux qui auront la chance de ne pas mourir au fond. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Si vous les prenez, vous les jetez simplement en prison, ça va créer encore d'autres problèmes très graves. Donc je pense aujourd'hui, l'armée est sortie, l'armée doit prendre ses responsabilités, donc discipliner la troupe, galvaniser la troupe et associer les jeunes civils pour cette guerre. On sait où est Boko Haram, on sait où est l'État islamique. Ils sont dans des camps, dans des forêts, dans des villages. Et
ils savent comment faire. Ça veut dire quoi? Ceux-là qui sont logés dans les villages, dans les forêts, je ne suis pas sûr qu'il y a une population civile assez nombreuse dans ces zones. Il faut évacuer ces villages. Évacuer ces villages, simplement. Et maintenant, engager des actions militaires. Il faut évacuer, puisque les populations sont en fuite maintenant. Oui. Il faut canaliser les fonds fuient. Donc, on peut organiser ces déplacements-là. L'armée peut organiser ces déplacements-là pour faire face maintenant aux djihadistes. Mais est-ce que ce n'est pas l'objectif poursuivi également par les djihadistes? Contrôler des zones et mettre le dispositif pour puiser les ressources? Bon, Boko Haram, non. Mais les terres, oui, ils veulent conquérir des territoires et régler. Il n'y a pas que ça. Dans le sud-est, la question des Ibo, elle est là. Elle est latente, elle peut exploser à tout moment. Donc, discuter avec ceux-là, parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Lorsqu'un pays a plusieurs zones de tension, lorsque vous êtes au front en train de régler une tension, d'autres s'élèvent ici aussi. Donc, il faut essayer de régler, discuter avec ceux avec qui on peut discuter, donc surtout les responsables, les cadres de ces mouvements-là, pour dire qu'est-ce que vous voulez et parler surtout aux jeunes. C'est surtout ça. D'accord. Oui. On peut quand même dire que la sortie de l'armée a réconforté un tant soit peu l'administration Buhari, parce que la présidence nigériane a indiqué mardi dans un communiqué que certains chefs religieux et d'anciens leaders politiques prévoyaient de précipiter le pays, bien entendu, dans une chute libre, et ce qui conduirait notamment à un changement de régime. Oui. Est-ce que comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, le Nigeria est toujours dans une tentative de coup d'État. Ça, Buhari, les généraux ceux qui sont au pouvoir, ils savent cela. Donc la peur est là. Non, ça là, ils savent, parce qu'en tant que général d'armée, ils savent les dispositions qu'ils prennent pour qu'ils n'en arrivent pas à là. Parce que qui va faire un coup d'État contre qui au Nigeria à l'heure actuelle? Mais tu ne vas même pas gouverner, tu ne vas même pas avoir la stabilité, c'est quasi impossible. Le problème est que l'armée a fait le bon choix. Le bon choix, c'est de regrouper les troupes face. Parce que le principal ennemi aujourd'hui, c'est le Boko Haram. Le principal ennemi aujourd'hui, c'est la gouvernance politique et économique. C'est ça, c'est les éléments fondamentaux là, sur lesquels il faut travailler. Et je vais vous dire quelque chose, Naoum. Je suis resté à un moment donné 9 mois successifs au Nigeria. J'ai voyagé de gauche à droite. C'est un pays, la société nigérienne est hétérogène, elle n'est pas homogène. Personne ne fait confiance à personne. Il y a la suspicion partout. Vous savez, un Nigérien qui a de l'argent, s'il trouve l'argent à Lagos alors qu'il est de l'Est là, il ne construit jamais à Lagos. Il va construire des maisons où ça ne l'intéresse pas. Mais tout son investissement, il préfère aller dans son village parce que dans sa tête, ce pays-là va exploser un jour. Donc sur le plan socio-culturel, il y a un problème, un travail d'approche qui devait être fait et qui n'est pas encore fait. Parce que le matérialisme est trop exacerbé au Nigeria. Le matériel, l'argent, le luxe. La société, la grande majorité croupit dans la misère et entre eux, il n'y a pas de jonction. Les gens sont unis parce que nous sommes tous de telle région, nous sommes de Delta, ou bien nous sommes du Nord, ou bien nous sommes musulmans, ou nous sommes chrétiens, ou nous sommes Peuls. C'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi j'ai dit que le Nigeria est la miniature de l'Afrique. Quand le Nigeria parvient à conjuguer plus de 400 études... Mais tout ça, est-ce que ce n'est pas lié à l'administration territoriale du pays? Parce qu'on parle d'État aux États-Unis. C'est ce que j'ai dit, est lié à la gouvernance politique et économique. Oui. Gouvernance politique et économique qui a créé des divisions énormes. Parce que ce n'est pas équilibré, c'est totalement déséquilibré. Et là, je crois qu'il faut réparer cela. Il y a trop de frustrés dans ce pays-là. C'est une bombe à retardement. Vous savez, les compétences nigériennes qui sont à l'extérieur dans la diaspora, mais c'est des gens qui sont dans des... C'est des cadres. Ils sont dans des milieux scientifiques, etc. Ces gens-là seuls peuvent venir développer le Nigeria. Mais ils n'ont pas de place au Nigeria parce que la gouvernance les exclut automatiquement. Le Nigeria a un potentiel qui peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, mais c'est détenu par une minorité. Il faut casser cela. Il faut la redistribution des richesses. Il faut tirer ceux qui sont en bas vers le haut pour créer une stabilité durable. Sinon, sociopolitiquement, le Nigeria
peut exploser à tout moment. C'est extrêmement dangereux. Hein. C'est un œuf. Il faut noter, M. Guérin, que l'administration Bouhari a quand même formulé un avertissement clair. Ce qui se joue est manifestement illégal. Il parle de ceux qui ont des réflexions bizarres et qui veulent changer quand même l'ordre normal des choses. Il dit que, bien entendu, ces comportements-là vont être découragés. Oui, c'est un chef d'État qui doit parler. L'État doit rester fort. Mais je voudrais dire surtout qu'il faut comprendre. Vous avez parlé de la matérialisation de la société nigérienne. Ce n'est pas un apanage de la société nigériane. C'est partout. Nos gouvernements aussi, vous l'avez évoqué. Nos gouvernements. La méfiance entre les communautés. Pourquoi? Nous sommes départis totalement de notre culture, de notre civilisation. André Malraux dit, qu'est-ce que civilisation? C'est tout ce qui s'agrège à la religion. L'Occident nous a fait croire tout le temps que le gouvernement, la gouverne n'a rien à voir avec le spirituel. Ce qui est faux est toujours faux. Et nous sommes en train d'assister à ça aujourd'hui. Le Nigeria, comment vous pouvez comprendre? Ce n'est pas facile de forcer des peuples, je dis, à vivre ensemble. C'est ça la question. Avec plusieurs ethnies, c'est très difficile. Or, lorsque vous pensez que oui, tout est matériel, il n'y a pas le spirituel. Nous avions des marabouts au Nigeria, nous avons des pasteurs, des évêques, que le gouvernement les appelle. Vous dites, vous aviez interrogé Dieu, vous avez interrogé ce que vous adorez, qu'est-ce que vous en pensez? Comment pouvons-nous faire cette guerre-là? Mais on dit non, c'est pas ça, il faut de l'intelligence, il faut aller à l'école, il faut ça. Mais c'est du pipeau, pas du tout. Et c'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à un délitement total des sociétés partout dans le monde. C'est ça la réalité. Parce que ces autres-là, ces autres forces contraires, évolutives à notre univers, on nous a amenés à penser là, nous ont amenés à instruire cela, à enseigner cela dans les écoles. Et vous voyez que tous ceux qui viennent gouverner sont sortis de ces écoles. Vous pensez pourquoi Macron a un plan de supprimer l'ENA? Mais c'est ça le problème. Alors qu'elle a formé de grands cadres français. Et on veut la fermer aujourd'hui. Il y a des dessous spirituels. Absolument. Donc, il faut comprendre aujourd'hui d'où nous venons, où allons-nous. On ne peut pas construire une civilisation, c'est comme si l'Afrique n'existe plus avec sa civilisation, en oubliant ce qui est la base fondamentale d'une civilisation. Mais tant qu'on ne serait pas revenu là, nous allons assister à ces choses. Et ces choses se passent réellement pour nous projeter vers ce paradigme auquel nous D'accord, nous tendons vers la fin de cette émission. Lamine Cissé, le président Bouhari, s'est entretenu avec ses principaux chefs de la sécurité la semaine dernière, et à nouveau, mardi d'ailleurs, donc pour discuter des violences. Est-ce que vous voyez Bouhari, avec son âge, tenir les commandes réellement? Ça sera votre mot de fin. Bon, c'est pas l'âge, parce que lui, il ne va pas aller au front. De toute façon, c'est organisé. C'est la méthode et l'organisation. Je crois que face à cette situation-là, l'armée, quand j'ai vu l'état d'urgence, je me suis dit vraiment, l'armée est engagée à découdre. Mais ce combat-là ne doit pas être que le combat du Nigeria, ça doit être le combat de l'Afrique de l'Ouest. Et tous les amis de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Et vous, votre mot de fin? Oui, j'insiste là-dessus. Il faut une organisation coordonnée des pays, parce que quand la lutte sera vraiment efficace au Nigeria, j'imagine les fuites de ces djihadistes, ils vont certainement aller se retrouver dans les pays voisins. Donc, il faut faire forcément une collaboration sur la CEDEAO, c'est très important. Et surtout que le large du Bouhari, ça ne me dérange pas. C'est dans la tête ça se passe, et que l'armée, qu'il ait le courage de décréter l'état d'urgence, simplement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers débatteurs, pour le sujet du jour. On a parlé, bien entendu, de la montée des violences au Nigeria. Est-ce que ce défi sécuritaire est insupportable? Les invités l'ont clairement souligné. C'est un combat de toute la sous-région, de toute la communauté, pour véritablement réduire les drames que nous vivons, bien entendu, au Nigeria et dans la sous-région. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Merci. À très bientôt.